Bonjour à toutes et tous. Je ne vois pas la salle, mais enfin bon, enchanté. Merci Gaëtan et René et tout le monde en fait pour l'organisation et merci pour cette invitation. Alors, dans cette présentation, moi, ce que je souhaite faire, c'est présenter quelques éléments de réflexion avec une recherche que je mène actuellement, donc à l'UQAM, plus spécifiquement au laboratoire de recherche en médias socio-numériques et ludification. Donc, un projet de recherche qui cherche à évaluer en quelque sorte l'influence, le pouvoir algorithmique de l'IA, une partie de l'IA en tout cas, sur les utilisateurs et utilisatrices. Je vais présenter rapidement le cadrage théorique, un peu la méthode, quelques éléments de résultat, et puis après, je vais ouvrir vers une réflexion plus large sur les jeux présupposés par l'utilisation des gens conversationnels. Donc, c'est une recherche qui est financée par le FRQS, une subvention qui s'étend jusqu'en 2024, et donc qui porte sur les assistants vocaux intelligents. Alors, en fait, la dénomination a un peu changé, a un peu évolué. D'abord, moi, je travaillais plutôt sur les agents intelligents, les assistants virtuels intelligents. Puis, en fait, depuis la sortie de ChatGPT, qui est arrivé en plein milieu de la recherche, plutôt, on va même dire au démarrage, depuis la sortie de ChatGPT, on est plutôt allé du côté des agents vocaux intelligents. Parce que la question de la voix, vous allez voir, est très importante pour notre recherche. Je vais aussi nous positionner vis-à-vis de l'IA générative qui est sonnante et trébuchante. Donc nous, on va être... Alors quand je dis nous aussi, c'est moi qui travaille là-dessus, puis aussi des étudiants, trois étudiants en communication, concentration, jeux vidéo, ludification, William Bélan, Laurie Briand et Émile Gontier-Beaupré, qui parlent avec ces machines. Et c'est sur la base de ces résultats qu'on mène une analyse théorique et critique. Donc, les assistants vocaux intelligents, bon, on parle de logiciels pour entreprendre comme ça des tâches, fournir des services et renseignements à leurs utilisateurs et utilisatrices. Donc, c'est des technologies fondées sur un système de technologie de reconnaissance vocale qui rendent possible certains types d'interactions qui revêt donc les formes d'une conversation. On va voir d'ailleurs que c'est une petite conversation. L'objectif général de notre recherche, c'est de mener donc une analyse critique des assistants vocaux ou agents vocaux intelligents à partir de leurs mécanismes et procédures d'interpellation qui apparaissent comme ça, qui se dévoilent au cours d'expériences conversationnelles qui sont tout aussi interactives que ludiques. Alors, tout de suite, sans trop m'étendre trop, mais tout de même, petit cadrage théorique, j'utilise le concept d'interpellation, c'est un petit peu le concept que j'utilise, et pour comprendre le type de rapport qu'on a avec l'IA et le type de rapport qu'on a, par exemple, avec des personnages non joueurs. Avec René Bourassa, on a justement écrit un article là-dessus. Donc, le concept d'interpellation, c'est vraiment, là, pour faire court, j'emploie ce concept du côté justement de la philosophie d'Althusser, et plus spécifiquement dans la lecture, l'actualité qu'on a proposé plus récemment, le philosophe du langage Jean-Jacques Le Cercle. Alors, l'idée, c'est de concevoir les assistants vocaux intelligents comme des dispositifs qui interpellent de manière plus ou moins directe les personnes qui utilisent ces outils numériques. Et donc, dans le cadre de réflexion de la philosophie d'Althusser, l'interpellation, c'est pas simplement un acte langagier à partir duquel un individu en appelle un autre. Pour Althusser, l'interpellation, c'est le mode de fonctionnement de l'idéologie. Donc là, on se situe à un autre niveau. C'est pas un individu, mais ça peut être un discours, une publicité, une image. Là, en l'occurrence, un dispositif d'IA qui cherche à capter l'attention de l'individu et de transformer cet individu en sujet. Donc pour Althusser, l'interpellation, c'est un processus, c'est ce qui démarre en fait un plus d'assujettissement. Donc, ce qui nous intéresse, c'est à la fois d'analyser les conversations qu'on a avec l'IA et de les inscrire dans un rapport social plus général. Donc, d'en faire une critique d'un point de vue plus idéologique, enfin, du point de vue du champ de l'imaginaire. Et du côté de Le Cercle, d'aller chercher sa réactualisation du concept d'interpellation, il propose la notion d'interpellation sensorielle, dès que l'interpellation, c'est pas simplement un fait de langage, c'est pas simplement dans la langue. L'interpellation, elle cherche à capter tous les sens. Elle est visuelle, sonore, haptique, même si évidemment c'est pas mal par le langage qu'elle est médiatisée. Donc nous, on parle un petit peu de cette conception-là pour analyser donc l'interpellation algorithmique. Ce qu'on fait donc, c'est on essaie de mieux comprendre les mécanismes d'interpellation. En même temps, on essaie de répertorier et catégoriser les différents assistants. Alors là, je dis virtuels intelligents, vous allez voir, parce que notre base de données ne contient pas simplement que les agents vocaux intelligents. Et on est en train de travailler là-dessus, à typologiser ces mécanismes d'interpellation et des échanges conversationnels donc pour mieux comprendre les dynamiques interactives. Pour l'aspect méthodologique, on utilise un outil qu'on utilise déjà pas mal dans la recherche Arcane, que Gaëtan, tu connais. C'est OMKS. OMKS, c'est un Content Management System qui nous permet, aux chercheurs attachés au projet, de créer des bases de données fondées sur les principes du web sémantique. Donc, simplement rentrer, là, nous, ce qui nous intéresse, c'est les agents virtuels intelligents, les agents vocaux intelligents, les rentrer dans une base de données et puis de les sémantiser, c'est-à-dire les décrire avec une quantité assez intéressante de propriétés.
Alors, ce qui est intéressant aussi avec OMKS, c'est que nous, on travaille plus spécifiquement sur Alexa, Assistant et Siri, puisque c'est quand même des agents relatifs aux GAFAM, hein. Mais on a d'autres chercheurs qui collaborent avec nous, qui s'intéressent aux robots, aux agents virtuels. Donc, on a quand même là, je crois, on a une base de données de 144 objets qu'on documente de manière plus ou moins approfondie. C'est sûr qu'on est allé plus loin pour Alexa, Assistant, Siri. Donc, on a des fiches qui permettent donc de décrire ces différents dispositifs. Alors, ça, c'est la partie documentation. Et puis, il y a la partie entretien, parce qu'on parle avec ces machines. On a proposé, avec les étudiants, d'établir un guide d'entretien pour poser des questions qui seraient susceptibles de mettre en relief ce qu'on a appelé des axes, différentes dimensions en fait conversationnelles. Alors on a comme ça 5 axes: informationnel, sémiotique, performatif, subjectif et affectif. Donc il s'agit au cours de ces conversations de situer nos questions pour dire on aimerait bien provoquer chez la machine ce genre d'éléments-là pour voir qu'est-ce qu'elle est capable de nous produire comme réponse. Alors je vais passer assez rapidement dessus. On a un axe informationnel qui s'est révélé assez pauvre, surtout compte tenu de ce dont est capable ChatGPT. Donc l'axe informationnel, c'est qu'est-ce qu'il est possible d'obtenir comme information, hein. Biotique, là, c'est plus spécifique au régime de signes, au type de signes que la machine est capable de mobiliser pour produire quelque chose. Évidemment, c'est plutôt sonore, mais on veut voir, par exemple, si d'un point de vue visuel, les diodes qui sont sur les machines, elles sont capables de générer des effets lumineux particuliers, ou haptiques, est-ce que la machine est capable de vibrer. Bon, ça, c'était vraiment, on va dire, presque un axe permettant de tester le dispositif. Performatif, alors là, c'est à double sens, c'est à la fois quel type de comportement on doit se conformer quand on utilise une machine. Bon, c'est apprentissage d'une série de mots-clés. OK, Google, Alexa, Siri. Et puis après, bien parler. Bien parler, parler distinctement, des phrases limpides, courtes, pour que la machine puisse reconnaître le vocal pour passer au texte, interroger les bases de données. Et puis finalement, on a détourné cet axe-là sur la machine elle-même. C'est quoi la performance dont est capable la machine? Subjectif, alors là, c'est la personnalité de l'AVI. Il y a vraiment un travail de simulation de personnalité très, très important. Donc là, nous, on essaye de relever quels sont les marqueurs de subjectivation. Est-ce qu'elle emploie du tu, du vous, du il? Est-ce que comment se présente la machine? Et alors, affectif, je dirais même encore que c'est cet axe-là qui nous a le plus marqué. Est-ce que l'AVI s'exprime avec prosodie, avec rythme? Est-ce qu'il simule des sentiments? En fait, ce qu'on se rend compte en utilisant ce dispositif-là, c'est des dispositifs des fois un peu difficiles à utiliser, mais quand on veut s'amuser, on peut bien s'amuser avec ces machines. Donc la dimension ludique, elle est fondamentale dans l'utilisation de ces dispositifs, peut-être à la différence de ChatGPT. Alors voici là nos différents axes un peu remaniés: informationnel, sémantique, performatif, subjectif et affectif. Je vais aller directement dans une présentation sommaire un peu des résultats. Là, oui, on a utilisé aussi OMKS. Ce qui est intéressant avec OMKS, c'est qu'on peut bricoler cette base de données en fonction de nos différents besoins. Donc là-dessus, on a centralisé toutes nos questions. Je crois qu'on a 239 questions. Puis au fur et à mesure qu'on fait ces questions et les réponses que l'on obtient, on en pose d'autres. Donc c'est pas une recherche qui est finie, elle est toujours en cours et on essaye encore d'améliorer nos questionnements dans le sens des résultats que l'on découvre au cours de la recherche. J'avance. Donc, par exemple, là, je vais donner, pour illustrer un peu. Bon, alors, pour l'axe informationnel, par exemple, des questions sur la cyberdépendance, questions posées à Alexa, à Google Assistant, à Siri: comment remarquer si une personne est cyberdépendante? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des réponses. Ce qu'on a tout de suite remarqué toutefois, c'est que sur l'axe informationnel notamment, Siri envoyait systématiquement au téléphone. Pas de réponse. Je vais vous le lire là, j'ai trouvé quelques résultats sur le web. C'est que Siri, en fait, et quand je dis Siri, là, je préciser, les dispositifs qu'on a utilisés, c'est vraiment les objets, hein. C'est pas sur téléphone qu'on a utilisé ces dispositifs-là, c'est vraiment les objets connectés, ces petits panoptiques, hein, ils prennent la forme de petits panoptiques. Donc Siri nous ramène systématiquement à l'utilisation des produits Apple. Sujet controversé, ça c'est assez intéressant. Quelle est la cause des fusillades aux États-Unis? Des réponses: Google Assistant va fouiller sur Wikipédia, Siri nous redirige vers notre téléphone, et Alexa va proposer quelque chose, on n'a pas forcément l'identifié. Par contre, on va un peu plus dans le port d'armes interdit à la population américaine, aucune réponse. En fait, c'est que dans pas mal de sujets un peu controversés, il n'y a pas beaucoup de réponses, il n'y a pas beaucoup de feedback.
L'axe informationnel, pour le moment, ce qu'on réalise, c'est qu'il tourne essentiellement autour de sujets vraiment très banals. Alors, par exemple, sujet facile d'approche, mes étudiants regardent la série How I Met Your Mother. Ouais, bon, quand est-ce qu'est sortie la série? Combien d'épisodes? Bon, bah là, vous voyez qu'Alexa, tout de suite, arrive pas à comprendre que la question suivante, après avoir posé la question quelle est la date de sortie, combien d'épisodes y a-t-il? Il y a 7 473 390 épisodes de télévision dans ce qu'elle a pu trouver. Alors que Assistant, elle fait le lien. 208. Il y a 208 épisodes dans How I Met Your Mother. Ce que je dis semble un peu trivial, mais c'est pour dire que par rapport à ChatGPT, où il est possible d'avoir un apprentissage du contexte avec ces outils-là, c'est clairement pas la même chose. On est vraiment confronté à des dispositifs beaucoup plus limités. Donc l'axe informationnel nous a un peu déçus. L'axe sémiotique, je vais passer assez rapidement dessus parce que vous comprenez bien que comme nous, c'est des agents vocaux, les signes que sont capables de produire ces dispositifs-là sont d'ordre vocal, tout simplement. Donc, par exemple, visuel, est-ce que tu peux faire de la couleur rouge ou clignoter avec tes lumières? Ça ne fonctionne pas. Ce qu'il faut faire, à la rigueur, utiliser ces dispositifs, les connecter à d'autres objets qui sont connectés dans la maison et puis il y a la possibilité de parler à distance. Et nous, on ne disposait pas de tout cet appareillage technique. Tactile, tu vibrer, par exemple, c'est pareil, ça fonctionne pas. Google Assistant, on a profité pour nous faire une petite blague. Vous allez voir, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. L'axe performatif, c'est là où on commence à voir, il y a des choses très intéressantes. Alors, Amazon Alexa, est-ce que tu peux chanter? Amazon Alexa, donc il y a plusieurs chansons personnalisées. Je vais pas la mettre en entier. C'est juste pour vous donner un peu une idée, en fait, du niveau de scénarisation de ces réponses-là. Alexa, chante-moi une chanson. C'est une gouille et pour elle tout rouge. Un monstre au bec sucré, toujours affamé. Mais la bonne nouvelle, J'avance un peu. Donc, c'est une musique qui dure quand même 1 minute 46. Puis il y en a plusieurs comme ça. On s'est rendu compte que, OK, on peut avoir plusieurs chansons personnalisées du côté d'Amazon Alexa. Et avec sa voix. D'accord? C'est pas, je vais aller chercher de musique dans une base de données. Google Assistant, c'est à peu près pareil. Bah, enfin, il y en a qu'une seule. Et puis, alors Siri, pas du tout. Hein. Siri, pas du tout. Alors, pareil pour des blagues. Vous pouvez nous raconter une quantité assez intéressante de blagues qui retient en fait la demande, blague avec un citron, etc. Google Assistant, lui, propose une blague qui n'est pas du tout en lien avec le mot choisi. Et puis, alors Siri, c'est intéressant, c'est une blague localisée. Quel est le meilleur endroit pour pêcher au Québec? C'est en Mauricie, parce que ça mord ici. Donc, ouais. Là, on est confronté, Siri qui est des fois un peu froide, un peu distante. Là, tout d'un coup, il y a une localisation, il y a une sorte de considération de l'endroit où sont les utilisateurs qui posent la question. Donc, l'axe performatif, finalement, c'est pas tant la performance qui nous incombe à nous, mais celle dont est capable la machine. Alors, j'avance, parce que je vois que le temps file. L'axe subjectif, bah là, c'est très intéressant. C'est des questions qu'on pose pour savoir qui es-tu. Et là, chaque dispositif a un petit peu sa personnalité. Amazon a plutôt du côté des fonctionnalités, Google Assistant du côté de la relation amicale. Siri est plutôt froide. Donc ça, c'est une constante qu'on le retrouve alors aussi bien sur l'axe subjectif, puisque c'est ce qu'on veut savoir aussi, mais ça se retrouve en fait l'axe informationnel dans l'axe sémiotique. Donc il y a une sorte là de personnalité qui, on va dire, influence de réponses que l'on peut avoir différents axes. L'axe affectif, alors celui-là, ça a été un peu une découverte. On est encore en train de poser des questions pour essayer de creuser cet axe-là, mais là, ce qu'on essaie, c'est de provoquer des réactions émotionnelles côté de ces dispositifs-là. Alors, par exemple, Amazon Alexa, si vous lui dites, vous lui affirmez comme ça, vous lui dites je t'aime, alors ça déclenche comme ça une chanson personnalisée. merci de me dire que vous m'aimez. Je tiens à ce que vous sachiez que votre IA préférée. Enfin, vous voyez un peu l'idée. Donc, ce qui nous a marqué en utilisant finalement ces dispositifs-là, c'est la manière dont les concepteurs et les conceptrices ont vraiment essayé comme ça de fabriquer, de donner une personnalité et de donner comme ça des réponses qui étaient, bon, très, très scénarisées, hein, mais des réponses qui étaient du côté du rire, de la joie, de l'émotion, quelque chose de sympathique. Alors que techniquement, si on réfléchit à un niveau un peu plus abstrait, ça ne sert à rien. Ces réponses ne servent littéralement à rien. Donc là, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est la personnalité des assistants virtuels intelligents. Nous, on pensait que grosso modo, ils allaient se ressembler un peu les trois, et on voit vraiment il y a quelque chose de très particulier du côté de ces personnalités-là. Et on est aussi en train de retravailler un peu notre cadre théorique parce que finalement, mon concept d'interpellation que je vous ai présenté très rapidement, il fonctionne pas tellement. Il fonctionne pas tellement parce que l'interpellation fonctionne vraiment au niveau de la subjectivité du sujet qui est pleinement constitué, un sujet de conscience, un sujet de... Alors que là, on est plutôt dans le registre de l'émotion, de l'affect,
Il s'agit vraiment d'utiliser ces dispositifs-là pour plonger dans un état émotionnel ludique, joyeux. Donc là, on est en train, en s'appuyant sur les travaux de Eva Illouz, on est en train de réfléchir à la possibilité de tirer le concept d'interpellation du côté de l'émotion. Donc en fait, l'idée d'interpellation émotionnelle. Parce qu'on s'est rendu compte en utilisant ces dispositifs, c'est que notre attention était captée, notamment lorsque des réponses type des champs personnalisés étaient déclenchées sans même qu'on en ait forcément fait la demande. Eva Illouz, elle parle de marchandises émotionnelles pour dire, bon, bah, il y a maintenant dans la modernité tardive, on consomme un certain type de marchandises pour être heureux, pour être content, pour stabiliser notre état émotionnel, pour changer émotionnellement. Alors nous, on se pose la question de savoir, est-ce que ce type d'IA-là, parce que vous voyez bien que c'est un type d'IA assez particulier quand même, hein, est-ce que ce type d'IA-là pourrait s'inscrire dans cette typologisation proposée par Eva Illouz de marchandises émotionnelles, marchandises atmosphérielles, produire en fait une sorte d'ambiance particulière, marchandises d'intensification relationnelle, donc où je parle avec la machine, je noue des relations, et puis marchandises psychologiques, ben, j'utilise certaines marchandises pour me sentir mieux. Donc là, on est en train de reprendre nos questions pour aller dans cette voie-là. Et l'autre aspect aussi, vous l'avez remarqué, c'est la dimension ludique. Donc on est en train de reprendre toutes ces questions-là du point de vue de la ludification de ces usages-là. Donc la ludification, pour faire très court, là, c'est l'idée d'injecter du fun dans des activités qui en sont dépourvues pour produire des affects de joie. On est très joyeux, on est censé être très joyeux quand on utilise ces dispositifs, et je termine vraiment très rapidement. Mais alors surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on parle à une machine. On utilise la notion de feintise ludique partagée que Jean-Marie Schaeffer propose pour décrire la dimension consensuelle et acceptée qu'on a dans la production et la réception des fictions. Il n'est pas question de fiction, il est question d'usage, de fait de parler à des machines qui nous répondent. Donc je suis conscient du fait de parler et de converser avec une machine, mais je fais comme si je parlais à quelqu'un qui était doué d'une conscience, d'une personnalité, et les assistants, les agents vocaux intelligents, justement, vont dans ce sens-là, à travers ce qu'on a remarqué. Alors évidemment, on est dans une sorte de feintise ludique partagée, mais on est dans une stratégie de tromperie. Alors cette stratégie de tromperie, elle ne se situe pas entre l'individu, ça c'est la partie critique que je vais vraiment présenter vite, on n'est pas entre l'individu et la machine, mais on est entre l'individu et les GAFAM. Donc ultimement, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment ces dispositifs-là produisent un état émotionnel qui nous motive en quelque sorte à dévoiler, à confesser, à parler à ces machines pour livrer de l'information qui ultimement sont soumises à des logiques de valorisation marchande. Donc, vous avez certainement entendu parler de cet ouvrage de Shoshana Zuboff qui a été quand même assez médiatisé, où elle parle tout simplement du capitalisme de surveillance pour parler d'un modèle économique à partir desquels les entreprises analysent et exploitent massivement les données personnelles des individus pour générer des profits. Donc là, c'est vraiment de voir comment ces dispositifs visent à produire un comportement, stimuler un comportement chez les utilisateurs et utilisatrices pour qu'elles dévoilent une partie de sa vie intime et puis en même temps l'habituent à utiliser de plus en plus des gadgets technologiques qui sont en quelque sorte anthropomorphisés. La logique de tromperie, elle se situerait à ce niveau-là. Et je m'arrête parce que je vois que je dépasse de 3 minutes. Merci pour votre attention. Donc, ce que je voudrais te demander, on voit que toute ta recherche, et puis c'était, comme tu l'as dit, le début de ton projet, tu l'as pensé, tu l'as fait au moment où ChatGPT n'était pas dans le décor. Et puis, quand on prend ces types d'agents conversationnels, comme tu disais, c'est assez limité, hein, on comprend que il y a eu presque, j'appellerais ça un saut quantique entre ces agents-là et puis ce qu'on retrouve avec ChatGPT. Alors, je sais pas si tu peux nous parler un peu si tu l'as inclus dans ta recherche ChatGPT actuellement. On comprend que c'est un projet qui avait démarré avec d'autres dimensions. Peux-tu nous parler un peu de ChatGPT comme agent conversationnel et comment ça se situe par rapport aux anciens? Ouais. Alors, c'est un peu coupé, mais je pense, merci, j'ai compris l'essentiel. En fait, c'est ça. Ce que je disais, c'est qu'on s'est positionné, nous, dans la recherche, lors de la sortie de ChatGPT, déjà en changeant le terme de notre objet. Agents vocaux intelligents. En fin de compte, nous, ce qui nous importe énormément, c'est la question de la voix, la question de la prosodie, de la tonalité, du rythme. Alors, ça nous a motivé à nous concentrer essentiellement sur ces dispositifs-là et en fait aussi à réorienter en quelque sorte notre cas théorique. Toutefois, évidemment, les questions qu'on est en train de poser, on veut aller un petit peu au bout de ces questionnements-là et on veut le tester ensuite avec ChatGPT, mais au prix d'une correction assez importante parce que finalement, ChatGPT peut faire énormément de choses, peut produire énormément de choses, mais sera toujours limité d'un point de vue vocal. Mais je sais qu'effectivement, il y a, alors c'est peut-être prévu pour la suite, je suis pas sûr, mais je sais déjà qu'il y a
des possibilités de synthèse vocale qu'il est possible de connecter là avec son navigateur. Mais ça nous intéresse pas. Hein, quelque chose de probablement officiel. Et on sait aussi probablement que les GAFAM, voyant justement le succès de ChatGPT, vont certainement innover dans leur propre dispositif. Donc, pour répondre de manière très simple à ta question, on le laisse temporairement de côté pour aller au bout en fait de notre réflexion sur l'analyse de l'interpellation algorithmique du point de vue de l'usage de la voix, pour que lorsqu'on pense qu'on tiendra quelque chose, aller voir ce qui se passe du côté de l'IA générative. Le problème, c'est que ça nous force en quelque sorte à revoir pas mal d'éléments en fait relatifs à notre cadre théorique. Voilà comment je pourrais répondre. Donc, pour le moment, c'est un peu de côté, mais ça fait quand même partie de notre horizon de travail, évidemment, vu l'importance que prend l'IA générative dans le développement de l'IA. Est-ce que tu connais Joseph Weizenbaum, ce chercheur américain, je crois qu'il était chercheur au MIT dans les sciences de l'informatique, et qui, dans les années 50, en fait, a créé cet agent conversationnel qui s'appelle Lisa. Donc, l'histoire, en fait, qui est intéressante, c'est que Weizenbaum s'en doutait pas trop, mais finalement, il a trouvé sa secrétaire en train de converser avec l'agent. Et finalement, il a trouvé être trompé justement pour cette conversation. Alors, est-ce que tu as étudié cette partie historique de l'histoire informatique, on va dire, des agents conversationnels? Donc, ça a assuré vraiment. C'est Elisa dont tu parles, hein, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Oui, alors je suis content que tu m'en parles. Oui, effectivement, il y a notamment un doctorant qui travaille là-dessus à l'UQAM et qui propose, lui, effectivement, d'interroger en fait la place du capitalisme de plateforme. Alors oui, on s'est intéressé à ça, on s'est posé la question d'intégrer ces compagnons, ces partenaires-là, qui remplissent une partie des fonctions qui sont celles des agents conversationnels. Mais alors, on les a aussi mis de côté. On les a aussi mis de côté parce qu'on avait aussi l'impression qu'on allait tomber dans un autre domaine, mobiliser aussi d'autres études avec lesquelles on était un peu moins familier. Nous, ce qui nous intéressait vraiment, mais évidemment, on va y venir. À l'instar de ChatGPT, je pense qu'on va y venir. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de prendre ces outils, ces dispositifs-là, qui sont vraiment des émanations des GAFAM, hein, et d'interroger en quelque sorte le type de rapport que ces GAFAM-là produisent avec les utilisateurs, médiatisés par ces dispositifs-là. On a aussi laissé une partie de ces dispositifs-là hors champ, mais ils sont dans notre base de données en lien avec les autres chercheurs qui sont rattachés un peu indirectement à notre projet. Donc, je suis très content de ta question parce que ça revient souvent. Et on se force des fois à se fabriquer un corpus un peu hermétique. Et je sens qu'effectivement, on a besoin d'y aller aussi. Surtout, et là je fais le lien avec l'une de mes dernières diapositives, surtout qu'on a donc revu notre cadrage théorique en nous intéressant aux travaux de Eva Illouz, donc sur la marchandise émotionnelle. Elle a beaucoup travaillé sur la question de l'apicratie, ce lien entre la sexualité, le bonheur, l'émancipation dans les sociétés consuméristes. Je suis content en tout cas, Gaëtan, de cette question parce qu'on s'y dirige petit à petit. Mais c'est pas encore quelque chose qu'on a fait, qu'on a intégré, je dirais, à l'instar de ChatGPT dans nos réflexions générales. Voilà.